Et d'abord, sur la scène internationale, ce 24 août est une date doublement symbolique pour l'Ukraine. D'un côté, le pays célèbre 31 ans d'indépendance, 31 ans de sortie du régime soviétique. Et en même temps, depuis tout juste 6 mois, il subit la guerre et l'invasion russe avec un bilan très lourd. 13 000 morts au moins parmi les civils, un chiffre qui serait largement sous-estimé, et plus de 12 millions de personnes déplacées, environ une moitié en Ukraine et l'autre moitié au-delà des frontières du pays. Et qui dit guerre dit évidemment soldats. Là aussi, il n'y a que des estimations car les chiffres deviennent des outils de propagande. Mais quel que soit le camp, ils sont des milliers déjà tombés au combat. Et ce soir, nous vous proposons les témoignages de ces soldats ukrainiens qui vivent au quotidien dans des tranchées. Bertrand Menu et Éric Destiné. Ils vivent sous terre, dans ces tranchées proches de la ligne de front, dans la région de Mykolaïv. Ces soldats ukrainiens ont pris position à cet endroit après avoir repoussé les troupes russes. Depuis 6 mois, leur quotidien ici est rythmé par des périodes d'intenses combats. Loin de leur famille, ils savent désormais qu'ils participent à une éprouvante guerre d'usure. C'est difficile pour les soldats. Si vous ne travaillez pas avec les gens, si vous ne donnez pas du temps de repos, si vous ne leur fournissez pas un soutien moral, alors une personne ici peut être épuisée en 1 mois à peine. Dans la région de Mykolaïv, les bombardements sont quasi quotidiens et les soldats patrouillent souvent pour sécuriser certaines zones ou pour constater les dégâts. 6 mois de guerre depuis l'invasion russe, c'est une douleur pour chacun. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de sang. Nous pleurons dans nos cœurs. L'histoire de plusieurs générations est détruite. Dans ce contexte, garder le moral n'est pas évident. Ces hommes se préparent à combattre encore de longs mois. The morale is higher than the first days of war when we've been losing ground and like everybody was expecting the Zbrojny Sily to collapse after another day. But then it was higher when everybody expected that the Russian force will collapse the next day. And now it's somewhere like in the middle that, okay, we're here for a long time, so we gotta like dig in, prepare for the winter. Car Mykolaïv est un lieu hautement stratégique, sur la route vers le port d'Odessa, le plus grand du pays. Oui, ces troupes peuvent compter sur l'appui des États-Unis. Le président américain a annoncé aujourd'hui une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, près de 3 milliards de dollars d'armes et d'équipements. Le soutien vient aussi du Royaume-Uni. Boris Johnson, qui est toujours Premier ministre britannique, était à Kiev ce mercredi, 3e visite en Ukraine en 6 mois, de quoi décrocher une médaille de l'Ordre de la Liberté. C'est la plus haute distinction accordée à un étranger. Boris Johnson a promis une nouvelle aide militaire, lui, de quelques 64 millions d'euros. Et vous venez de voir le président ukrainien en ce jour de fête d'indépendance de son pays. Volodymyr Zelensky l'affirme, l'Ukraine se battra jusqu'au bout. Nous ne nous soucions que de notre terre. Nous nous battrons pour elle jusqu'à la fin. Nous avons tenu bon pendant 6 mois. C'est dur, mais nous avons serré les poings et nous nous battons pour notre destin. Chaque nouveau jour est une raison de ne pas abandonner. Après un si long voyage, nous n'avons pas le droit de ne pas aller jusqu'au bout. Quelle est la fin de la guerre pour nous ? Nous avions l'habitude de dire paix, maintenant nous disons victoire. Nous ne chercherons pas à nous entendre avec les terroristes. Et justement, à Kiev, là où sont exposés, on vient de les voir, des dizaines de chars russes détruits depuis le début de l'offensive, nous allons rejoindre Maureen Mercier. Peu de monde, en fait, dans les rues de la capitale. Aujourd'hui, Maureen, les habitants craignent de nouvelles frappes en cette journée symbolique ? À haut risque, les autorités ukrainiennes l'ont d'ailleurs prévenu. Il faut s'attendre à de possibles tirs de missiles russes, notamment sur la capitale. Les alertes ont résonné plusieurs fois aujourd'hui, déjà bien plus que ces derniers jours. Alors ce que vous voyez derrière moi, ce sont des chars russes. Les autorités ukrainiennes ont décidé, en ce jour tellement symbolique, de placer les chars russes, parfois calcinés, endommagés. Ces chars russes que l'armée ukrainienne a réussi à repousser au début de la guerre pour les empêcher de s'emparer
mairie de Kiev. Elle a décidé de faire cet acte symbolique tout en interdisant les rassemblements. Alors, vous le voyez, des habitants ont décidé de prendre leur courage à deux mains, de venir ici au centre-ville aujourd'hui. C'est un jour de commémoration, mais énormément d'habitants m'ont dit, la majorité, in fine, des habitants de Kiev, aujourd'hui ne sortent pas, restent à proximité de leur maison, à proximité des abris également. Voilà, Maureen Mercier à Kiev, 6 mois de guerre donc, et pour presser la Russie de retirer ses troupes, presque 6 mois de sanctions économiques d'une capitale et d'un camp à l'autre. De Kiev à Moscou, nous rejoignons notre correspondant Paul Gogo. Bonsoir Paul. Les avoirs russes sont gelés, ces exportations bloquées et pourtant l'économie russe semble tenir le coup. C'est exact ? Effectivement, c'est ce qu'on constate depuis l'Europe et c'est aussi ce qu'on constate quand on est à Moscou. Une sensation très étrange avec cette guerre qui a lieu dans le Donbass, qui a lieu en Ukraine. Mais la vie ici à Moscou est tout à fait normale. On constate tout de même, et ce n'est pas rien, que les prix ont bel et bien augmenté dans les supermarchés. L'inflation est assez élevée, autour de 15% depuis le début de la guerre. Mais du côté de la population russe, il y a un certain art de la survie qui existait déjà avant, parce que la population russe est à l'origine déjà assez pauvre. Donc c'est une épreuve en plus à traverser pour cette population. Ce qu'on constate par contre, c'est que ces petites victoires au quotidien, telles que le remplacement de McDonald's, de Starbucks, des grandes marques internationales sur lesquelles les autorités russes communiquent énormément pour montrer qu'elles sont capables de passer au-delà des sanctions, eh bien ces petites victoires, il va falloir les transformer en réelles victoires, parce que si cette économie semble fonctionner, semble tenir le coup face à ces sanctions, c'est en très grande partie grâce au concours des industries pétro-gazières russes qui donnent beaucoup pour que l'économie fonctionne, pour que tout continue à tourner. Mais le plus dur est à venir. Dans les mois à venir, de grosses industries russes vont devoir faire face à des difficultés qui s'annoncent déjà, mais qui ne concernent pas encore, qui ne touchent pas encore au quotidien des Russes. Et ces difficultés, elles sont loin d'être remportées par les autorités. Et alors là, il faudra s'intéresser à l'avenir de l'économie russe. Correspondance à Moscou de Paul Gogo. Merci à vous, Paul. Et nous revenons en Belgique, à Bruxelles, où un immense drapeau ukrainien a été déployé sur la Grand Place. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est même habillée aux couleurs de l'Ukraine pour aller saluer des représentants de la communauté ukrainienne en Belgique. Et 6 mois après le début de la guerre, près de 6 mois après l'exil, quel est justement le quotidien de ces Ukrainiens qui ont trouvé refuge chez nous? Ils sont plus de 54 000 et Martin Collier est allé à la rencontre de 2 familles installées à Mons. Elles témoignent entre crainte et espoir. Lorsque nous rencontrons Vita pour la première fois, elle vient d'arriver en Belgique avec ses 2 enfants. Nous sommes en mars et cela fait 1 mois que les militaires russes ont envahi son pays. Son mari, lui, est resté en Ukraine. Alors pour elle, les premières étapes sont administratives. Service des étrangers, CPAS, tout est à refaire. We will have to come with this. Yes. Thanks a lot. Thank you, you too. Very unusual. I'm worried about my children and sure that Belgium helps me a lot. Sure. I'm safe here, totally safe. La sécurité, c'est aussi ce qui a poussé Katerina et sa fille Paulina à fuir l'Ukraine. Après avoir passé plusieurs semaines dans une famille d'accueil, aujourd'hui, elles ont enfin leur propre appartement. It's nice to have your own place. Yeah, sure. It's more comfortable for us, and it's always been about not bothering anyone who we lived at. So I never imagined to be here. Didn't plan it. And it was obviously not very easy to just say goodbye to everything I had back there. Une vie complètement bousculée pour elle, comme pour son frère et son père. Eux sont restés en Ukraine pour combattre. Il y a quelques jours, le père de Paulina a été blessé au visage et a dû être envoyé vers un hôpital de Kiev. Katerina a donc pris le premier avion pour le voir avant d'être à nouveau séparée. Я не бачила свого чоловіка 5 місяців. Це дуже багато насправді. Звісно, з цим складно жити. Звісно, я за нього хвилююся. А ми хочемо жити. Тому, звісно, ми маємо цю надію. Ми боремося, ми не здаємося і ми не здамося. Entre-temps, Katerina a décidé de prendre des cours de français, tout comme Vita, que nous retrouvons près de 5 mois après son arrivée en Belgique. Et toi, Vita, comment te sens-tu aujourd'hui? Tu es en colère?
Non. Non. Je suis content, heureuse. Je suis heureuse. Peu importe la langue, aujourd'hui Vita et d'autres Ukrainiens ont tenu à se rassembler pour fêter à leur manière leur fête nationale. 6 mois après le début de la guerre, pour Vita, son futur reste en Ukraine. I see my future only in Ukraine because my heart is there, my husband is there, but they feel much safer right now here in Belgium. Vita a donc pris la décision de rester jusqu'en janvier prochain dans l'espoir que la guerre se termine enfin.